c'est 1 million de milliards de volts aux bornes potentielles d'une étoile à neutrons. Donc le courant électrique que vous pouvez faire autour est absolument fabuleux. Et c'est ce courant électrique qui accélère les électrons locaux qui habitent dans l'environnement de l'étoile à neutrons et qui va accélérer ces électrons. Et en accélérant ces électrons, ils vont nous donner de la lumière. Et quand vous avez des énergies pareilles derrière, la lumière que vous captez, ce sont des rayons gamma. Donc le fait qu'on ait une centaine de pulsars qui émettent en gamma aujourd'hui, ça nous rapproche du processus d'accélération. Quand vous regardez un pulsar en optique ou en radio, ce que vous voyez, ce sont des générations de particules très anciennes déjà, qui ont vécu beaucoup de choses. Alors que ce que vous voyez en rayon gamma, c'est le courant électrique primaire qui sort de cette étoile à neutrons et donc qui nous renseigne un petit peu mieux sur la topologie du champ magnétique et sur tout ce qui se passe comme phénomène de dynamo là-dedans. Une dynamo qui demandait tout à l'heure les chiffres, 10 puissance une trentaine de watts. Si on pouvait prendre ça, je crois qu'on n'aurait plus de problème d'énergie sur Terre. Donc, on voudrait comprendre comment ça marche. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce soit une vieille étoile à neutrons ou une jeune étoile à neutrons, du moment que vous avez assez de coups de manivelle derrière, la dynamo fonctionne apparemment de la même manière. Et ça, on l'a appris depuis 6 mois, même pas. Et la surprise est venue que vous avez peut-être souvent entendu dans la littérature que les pulsars, ça envoie un pinceau de lumière, très exactement comme les phares de marine. C'est-à-dire quelque chose qui partait des régions proches de l'étoile et puis qui est une espèce de petit cône assez fermé, qui balaye le ciel, et quand vous êtes dans le faisceau, quand le faisceau vous passe devant, vous voyez un clignotement, et ce clignotement s'arrête. Ben, voilà l'image qu'on a aujourd'hui, que je vous ai faite, du faisceau en question. Vous voyez que le faisceau radio est beaucoup plus large que ce qu'on pensait, c'est pas un petit cône dans un coin. Et voilà le faisceau gamma, cette jolie fleur, là, c'est un faisceau gamma, c'est-à-dire qu'on a, grâce aux rayons gamma, on sait que l'accélération principale vient de très loin de l'étoile, à plusieurs milliers de kilomètres de l'étoile. C'est-à-dire que si vous imaginez la rotation de la Terre et du champ magnétique de la Terre, qui fait la même chose, mais à des énergies beaucoup plus modestes, le gros de l'accélération se passerait loin dans les ceintures de Van Allen et pas du tout près des pôles, là où il y a plus de champ magnétique. Donc, on est tous au point mort, je peux vous dire, et quand les rayons arrivent vers vous, ben, vous voyez ces flashs lumineux. Donc, et c'est pour ça que vous en avez plusieurs, parce que vous pouvez intercepter une géométrie assez compliquée. Et le problème est qu'aujourd'hui, on a beau savoir écrire les équations de ce qui se passe là, personne ne sait les résoudre, et on est franchement au point mort. Il y a une vingtaine de spécialistes dans le monde, on travaille là-dessus, et on est tous à se demander comment ça marche. Personne ne sait absolument comment ça marche. C'est de la physique qu'en deuxième année d'université, vous pouvez écrire. Sauf que la nature a décidé de le faire d'une manière où on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc le fait que vous soyez en train d'intercepter le faisceau gamma, qui est la partie rouge de la fleur ici, le faisceau radio, mais des générations anciennes de particules pas très énergétiques, ou si vous êtes près du cœur de l'accélération, là où il y a un grand coup de pied dans la partie jaune-blanche, vous avez plus la main, en quelque sorte, pour comprendre un petit peu les processus qui sont derrière. En tout cas, essayer de trouver qu'est-ce qui peut bien se passer dans des environnements pareils. Ça, c'est une possibilité. Donc ça, c'est pour la partie pulsante, c'est-à-dire du faisceau qui tourne avec l'étoile. Et puis, il y avait d'autres surprises en stock. Alors celle-là, totalement inattendue, c'est que ces particules, une fois qu'elles ont été accélérées par la dynamo du vélo, vont aller se promener un petit peu plus loin dans l'environnement. Il n'y a aucune raison qu'elles restent collées à l'étoile ou dans l'environnement de l'étoile. Elles vont fuir de l'étoile petit à petit. Et elles vont faire, ici c'est l'étoile à neutrons, et là elle est bien connue, c'est l'étoile à neutrons de la nébuleuse du Crabe, qui a explosé le 7 juillet 1054, donc on la connaît bien. Et ce vent de particules de très très haute énergie, 100 milliards d'électronvolts à peu près, va venir se promener au-delà sur quelques années-lumière, et vous voyez ici en lumière bleue, la lumière en rayons X synchrotron de ces particules, de ce vent de particules qui s'échappe peu à peu de l'étoile à neutrons. Et puis vous voyez en couleur ici, en infrarouge et en optique, vous voyez le reste de l'explosion qui a eu lieu en 1054, et donc ce vent de particules va aller se promener au milieu des éjectats de tout ce qui était l'étoile à l'époque et qui est parti dans l'espace à grande vitesse. Et donc
nébuleuse du Crave sert de calibrateur pour tous les télescopes à haute énergie depuis les années 60, parce que c'était une source très stable, et c'était une source qui était une des plus intenses du ciel. Donc un télescope de haute énergie, X, UV, gamma, autre, automatiquement se pointe sur le Crave au bout de 2 jours pour vérifier qu'il est calibré et que tout va bien. Et voilà que nous tombe dessus, le ciel nous est tombé dessus, parce que Agilé et Fermi ont montré, vous voyez la pulsation du pulsar ici, ça c'est un autre pulsar Geminga que vous ne voyez pas pulser, c'est juste la résolution du film. Donc, et on va zoomer un petit peu, quelle est cette dimension? Vous voyez le vent, là on a sorti que le vent du pulsar. Donc ce sont ces particules de très haute énergie qui fuient de l'étoile, vous voyez, sur quelques années-lumière autour de l'étoile. Et voilà ce qui s'est passé en avril 2011. Maintenant, ça s'est passé 3 fois. C'est-à-dire que notre source de calibration favorite s'est mise à être variable. Ce qui veut dire que tous les télescopes précédents ont un sacré problème. Parce que maintenant, on trouve des variabilités rapides, des variabilités lentes. On trouve plein de variabilités sur la source de calibration. Donc, aïe pour tout ce qui est technique. Et si vous, je vais essayer de vous le remettre, si vous regardez la fin, ah oui, du coup j'ai appuyé ma souris, la souris est là. Bon, elle va bien me donner le film là. Non, elle ne veut pas. On a observé, donc là c'est le pulsar, on a observé ce flash lumineux intense. Hein. Elle est montée d'un facteur 3, 4, 5, 10 en quelques heures, ça a duré 1 journée, 2 journées, puis c'est redescendu. Ça a été réobservé plusieurs fois. Et dans le même temps, puisque la première fois tout le monde a été pris par surprise, je peux vous dire que l'étudiant qui a vu ça, il a été traité de fou par son encadrant. Et on a quand même regardé de près, et on s'est revenu quelques jours plus tard en réalisant qu'effectivement c'était significatif, et c'était pas le télescope qui avait eu un problème, puisque vous incriminez toujours le télescope. Et regardez, pendant ce temps-là, on a déclenché un télescope X, Chandra en l'occurrence, et vous voyez que dans l'environnement autour, aussi bien qu'au niveau du pulsar en rayons X, il ne se passe rien. On a regardé sur toutes les longueurs d'onde. La fois d'après, c'est arrivé 3 fois. La fois d'après, tous les télescopes étaient prêts. On a regardé en radio, en optique, tout est calme. Et pendant ce temps-là, les rayons gamma montent d'un facteur 5. Et puis redescendent aussi vite. Donc, il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, ce sont des électrons de très haute énergie qui sont activés quelque part là, et on ne sait pas où, et qui représentent à peu près 100 fois l'énergie qu'on atteint au LHC. Donc ça veut dire que brutalement, vous mettez le LHC, vous le multipliez par 100, vous lui dites accélère-moi rapidement les particules, vous savez le temps que ça met pour monter le LHC en puissance, il faut des mois. Et au bout de quelques heures, vous dites non, on arrête, on recommence la prochaine fois dans 6 mois. Donc on ne sait absolument pas ce qui se passe ici. Donc voilà un accélérateur capable de s'amuser, visiblement à nos dépens, sans surtout prévenir de ce qui est en train de se passer derrière. Donc, j'espère que dans 2-3 ans on arrivera à vos réponses, mais pour l'instant, je peux vous dire que tous les spécialistes sont à la case départ, en se grattant la tête et en se disant « beuh ». Voilà, donc ça c'était pour la petite partie pulsar. Et puis, on va essayer de tourner sur les rayons cosmiques. Alors, les rayons cosmiques, ce sont aussi des particules de haute énergie, mais elles sont plus calmes. Donc, on peut les détecter, si possible, sans trop de variations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette année, on célèbre le centenaire de leur découverte. Et c'est quand même l'une des énigmes les plus dérangeantes, même si elle n'est pas très connue en astrophysique. Enfin, en dehors, dans le grand public, parce que c'est des particules, bon, c'est un petit peu embêtant. C'est quand même dérangeant parce que ça fait 100 ans qu'on ne sait pas d'où elles viennent. Donc, c'est une des questions que tout le monde traîne partout, qui résiste depuis 100 ans à toute preuve. C'est d'où viennent-ils? Qu'est-ce qui les accélère? Combien il y en a, etc. Toutes les questions sont très ouvertes à ce point de vue-là. Alors, comment ont-ils d'abord été trouvés? Monsieur Victor Hess est parti en 1912 sur ce ballon. À l'époque, on pensait à la radioactivité terrestre, etc. Donc, on cherchait à voir si en s'élevant au-dessus de la surface, on aurait de moins en moins de particules pour savoir quel était le taux de production de radioactivité naturelle, etc. Il cherchait des rayons gamma, en l'occurrence, de moindre énergie que ceux de Fermi. Il y avait plutôt le million d'électrovolts qui est issu des réactions nucléaires de radioactivité.
Et donc, il est monté en ballon, persuadé qu'il allait faire la mesure de quelque chose qui allait en décrescendo avec l'altitude. Puis, effectivement, ça diminue au début, et puis arrive avec des compteurs équivalents Gégère. Et quand il est arrivé à quelques centaines de mètres, il a vu que sa courbe s'infléchissait, et puis quand il est monté à 2000 mètres, il a vu que ça remontait largement. Ensuite, dans les années 13, 14, etc., plus d'autres ont fait des mesures et se sont aperçus qu'en montant à 3000, 4000, 5000, il y avait toujours plus de ces particules. Donc ils ont fini, pour vous faire l'histoire courte, il est monté sans ballon d'oxygène, sans rien. À l'époque, il montait comme ça, c'était pas évident. Ceux qui sont montés à 6 7 000, ils ont physiquement dû souffrir oui, pour soutenir la mesure. Donc, même s'ils avaient des masques d'oxygène relatifs à cette époque-là, ça a dû être quand même un exploit sportif avant d'être aussi un exploit scientifique. Et donc, ces mesures ont montré que plus on s'élève, plus il y a de particules, et après, c'était avant qu'on sache que l'électron existait ou que le neutron existait. Il faut quand même replacer dans ce contexte historique. On n'était pas tout à fait à l'aise sur la physique des particules à ce moment-là. Et donc, si vous élevez en altitude, vous allez petit à petit vous abstraire de la protection de l'atmosphère et commencer à aller voir les particules qui habitent dans l'environnement terrestre, que ce soit celles qui sont piégées par ce qu'on appelle les ceintures de radiation, c'est-à-dire les lignes de champ magnétique avec les particules qui les accompagnent de la Terre, des lignes de champ magnétique de la Terre, soit des particules qui arrivent d'un petit peu plus loin et qui sont dans le système solaire. Donc des particules, ici on a changé d'échelle, la Terre c'est devenu un petit point ici, ça c'est le Soleil. Donc le champ magnétique du Soleil a aussi son système de piégeage de particules ou de cheminement de particules privilégiées. Et parce qu'il se promène dans la galaxie, il est à l'avant, ça fait un petit peu comme une étrave de bateau. Les lignes de champ magnétique se compriment à l'avant et puis traînent à l'arrière, et ça fait donc des écrans dans lesquels se promènent les particules sur les champs magnétiques ici. Donc, en montant, ce que Victor Hess a trouvé, c'est qu'il y a effectivement un environnement riche en particules autour de la Terre. Avant de savoir si c'était des rayons ou des particules, ils ont mis du temps. Ils ont fini par trouver que c'est 99% de protons, un petit pourcent d'électrons, et que c'est pas de la lumière, ce sont vraiment des particules avec une masse. Et donc, du coup, ils ont trouvé ça, et puis depuis, il y a eu des tas de sondes qui se sont promenées un petit peu aux alentours de la Terre et dans le système solaire, et aucune n'est partie sans avoir des détecteurs de particules à bord pour essayer d'étudier les rayons cosmiques. Donc, on est protégé des particules qui viennent de plus loin que notre système solaire par l'écran magnétique qu'offre le champ magnétique du Soleil, et en deuxième lieu par l'écran magnétique de la Terre. Mais ce sont des parapluies percés, heureusement pour nous, parce que sinon on n'attraperait pas de particules galactiques, d'origine galactique. Donc ces parapluies sont percés, voilà le schéma ou l'animation que la NASA proposait il n'y a qu'un an, avec donc le système solaire, sa bulle magnétique autour, l'environnement galactique, et puis ces particules que vous voyez comme des petits points, qui, la plupart d'entre elles, n'arrivent pas à rentrer si elles sont en dessous du milliard d'électronvolts, mais quand elles sont largement au-dessus de 10 milliards d'électronvolts, elles se faufilent à l'intérieur, elles arrivent à rentrer et on les capte. Voilà l'image qu'on produit maintenant, depuis que Voyager 2 est passé dans ces zones ici. Ils ont tous perdu leur latin en passant parce que la situation du champ magnétique du Soleil et du système solaire est beaucoup plus compliquée que ce qu'ils pensaient, beaucoup plus compliquée que tous les schémas qu'on a donnés. Et vous voyez qu'il y a des particules qui s'amusent à rentrer, sortir, etc. Et donc il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas très bien ici grâce à Voyager. Mais par contre, les particules les plus énergétiques, les protons qui ont, je vous dis, au-delà de 10 milliards d'électronvolts, eux, se moquent un peu des parapluies, passent à travers, et on arrive à les capter sur Terre, et ils vont descendre dans l'atmosphère en faisant des grandes gerbes de particules secondaires, des électrons et de la lumière, et des pions et des muons et des tas de choses, mais on va capter la lumière de ces flashs qui rentrent dans l'atmosphère, et on va pouvoir ainsi les étudier. Il y a un grand télescope, enfin j'appelle ça un télescope, mais c'est un détecteur qui s'appelle Auger en Argentine qui peut faire ça aux plus hautes énergies. Et il y en a un petit peu partout, au Tibet,
dans la pampa argentine et à droite à gauche. Dans les cornets du champ magnétique, les près des pôles, il y a des fuites, les particules arrivent à pénétrer beaucoup plus bas parce que le champ magnétique s'effondre. Et là, vous voyez ici, ça donne lieu à toutes ces aurores boréales qu'on connaît bien. Alors il y a deux types de particules. Il y a les particules accélérées par les orages solaires qu'on voyait sur le film tout à l'heure, et il y a les particules d'origine galactique. Et les deux viennent corroborer et faire des aurores boréales. Alors les aurores boréales, on les voit plutôt quand ce sont des particules solaires, quand il y a eu un orage solaire, et qu'elles viennent irradier, inonder les cornets polaires. Et là c'est magnifique, vu de l'espace, c'est superbe, ça fait des draperies qui n'arrêtent pas de bouger, ils doivent se régaler, les astronautes. Mais il y a en plus cette pluie galactique qui est à beaucoup plus haute énergie et plus rare, mais en quantité, si on intègre sur toute la galaxie, autrement plus importante. Et c'est celle-là qu'on appelle traditionnellement les rayons cosmiques, l'autre on l'appelle les particules du vent solaire. Et on fait le distinguo quand on peut, c'est pas toujours sûr. Donc on arrive, alors puis on a aussi des rayons cosmiques qu'on peut étudier de manière géologique à l'ancienne, comme passagers clandestins, puisqu'ils irradient les matériaux sur lesquels ils tombent, et donc ils font des réactions nucléaires à l'intérieur de ces matériaux, et on les retrouve dans les météorites, où on les retrouve, ici c'est la photo d'un grain de poussière interstellaire, puisque Bibring devait vous en parler aussi, la photo d'un grain de poussière interstellaire dans lequel il y a des inclusions avec des noyaux de rayons cosmiques qu'on peut étudier. Donc on les étudie avec tout ce qu'on peut attraper, parce que malgré ils ont un très mauvais nom, ce ne sont pas des rayons, hein, ce sont des particules qui se promènent dans la galaxie et qu'on attrape au gré de leur pérégrination dans la galaxie. Donc, comme je vous le disais, il n'y a pas un engin qu'on ait envoyé dans le système solaire qui n'ait pas eu à bord, c'était obligatoire pendant certaines années, de partir avec deux choses, des détecteurs de sursaut gamma et des détecteurs de particules pour étudier les rayons cosmiques. Alors il y a une image ici qui montre une armada d'appareils qui marchent ensemble, la plupart d'entre eux marchent encore, qui avaient tous des petits détecteurs de particules justement pour étudier les rayons cosmiques. Donc celui qui est le plus loin en ce moment, c'est Voyager 2. Il est peut-être en train de rentrer dans le milieu interstellaire, c'est-à-dire il est peut-être en train de sortir du système solaire. C'est pas gagné encore, c'est hautement probable, mais c'est pas sûr. Donc ils attendent encore quelques mois pour être sûrs qu'on est passé de l'autre côté du parapluie et qu'on est vraiment, pour la première fois, dans la galaxie et non plus dans le système solaire. Donc le problème est que ces particules sont des particules chargées. Ce ne sont pas comme les grains de lumière, les photons qui arrivent, qui sont neutres et qui viennent en ligne droite de l'étoile jusqu'à nous, ou de l'objet qui les a produits jusqu'à nous. Ce sont des particules, des électrons, des protons, des noyaux chargés, des noyaux de fer, des noyaux de carbone, etc. Et donc tous chargés, et dès qu'ils vont trouver un champ magnétique sur leur route, et la galaxie possède un champ magnétique partout, ils vont faire des circonvolutions dans ce champ magnétique. Alors si je prends la carte ici, qui est fausse, mais malheureusement c'est la seule que j'avais en couleur jolie, qui est du système solaire avec des nuages locaux, avec des bulles, etc. Il y a des nuages, il y a des bulles, il y a des étoiles, enfin, on vit dans un environnement complexe, avec des champs magnétiques compliqués. Et donc, si vous prenez, je ne sais pas, un rayon cosmique qui venait de cette région-là, vous allez le voir se promener en faisant des loopings dans tous les sens, et il va arriver finalement sur Terre dans la direction opposée.